dans le cadre du programme Point d'appui au numérique associatif qui traite aujourd'hui de comment garder le lien. Il vous est proposé, bien sûr, par les partenaires du programme PANA. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Avant ça, petit point sur Zoom. Bienvenue sur Zoom. Je ne sais pas si vous en êtes tous et toutes familiers. Je vais vous refaire un petit point. Je vous ai parlé du micro en bas à gauche. Vous pouvez rallumer le micro. On va vous demander de ne pas le faire. Mais si jamais à un moment vous deviez, c'est en bas à gauche que ça se passe. Et si vous l'aviez allumé par mégarde, c'est à cet endroit-là que vous pourrez le remettre sur muet. Vous pouvez couper la vidéo. Et d'ailleurs, on vous le conseille, ça mangera moins de bande passante. Vous pouvez frimer en soirée maintenant en disant le mot bande passante. Surtout qu'on ne va pas pouvoir vous voir. Donc, on n'a pas foncièrement besoin que votre vidéo soit allumée. Donc, on vous conseille plutôt de la couper pendant ce webinaire. Et pour pouvoir discuter, vous pouvez cliquer sur « Converser » en bas au milieu et vous avez une barre de discussion qui s'affichera sur votre droite. Ce petit point technique étant fait, je vous rappelle les bonnes pratiques, vraiment couper les micros, couper la caméra, je viens de vous le dire. Si vous avez un problème technique, on vous rappelle que notre collègue Harmonie, la troisième responsable partenariat, est aussi présente quelque part dans ce webinaire, mais hors ligne, et elle est disponible au téléphone au 06 59 67 40 97. Si vous aviez des questions de connexion, etc., c'est elle qu'il faut appeler pour lui demander de vous aider. Et on espère bien sûr que vous êtes confortablement installés, que vous êtes allé vous chercher un café, un carré de chocolat, que vous avez un chat qui ronronne sur les genoux ou que vous voyez la mer. Pour échanger, alors on est tous et toutes ravis de se retrouver, on est 130 connectés et ça nous fait du bien. Malheureusement, à 130, on ne va pas pouvoir échanger micro ouvert ni se regarder, c'est une frustration. Mais en même temps, on va faire en sorte de pouvoir échanger au maximum et ça ne sera pas réécrit, ça sera sur le chat. Laura, qui est avec nous tout au long du webinaire, sera chargée notamment de suivre ce qui va se passer sur le chat, de répondre à vos questions et de les faire remonter à l'oral aux intervenants. Laura, est-ce que tu veux peut-être te présenter du coup ? Oui, je peux me présenter rapidement. Merci Sarah. Du coup, moi, je suis responsable régionale Grand Ouest pour Hello Asso. Donc, je travaille sur le programme PANA sur la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Et Centre-Val de Loire en partie. Donc voilà, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous trouver ici. Et puis, pour toutes les questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Comme ça, je les prendrai au fur et à mesure et les soumettrai aux intervenants et intervenantes. Donc, Laura est votre porte-voix. Autre petit point technique sur l'utilisation du chat, et je parle sous son contrôle. On a été ravis d'avoir de l'informel avant de démarrer. On sera ravis d'en avoir d'ailleurs à la fin de la réunion. Mais pendant l'atelier, essayez de vraiment privilégier le chat pour les questions et les retours liés à l'atelier. Parce qu'à 130 sur un chat, si on commence à discuter d'autres choses, on peut noyer des questions et ça peut être plus difficile de suivre les réactions de l'atelier. Donc, je vous propose qu'on reprenne notre débat sur la météo plutôt à la fin que pendant. Est-ce qu'on est bon sur... est-ce qu'il y a des réactions sur le chat, Laura, à ce stade-là du match, sur la technique, etc. ou je continue? Tout le monde se dit bonjour pour l'instant. Très bien. Manu, Caro, est-ce que tout va bien pour... Caroline, est-ce que tout va bien pour vous? C'est bon pour moi. Parfait. Alors, rapidement, donc moi, je vais Sarah Rousseau, je vais animer ce webinaire, c'est-à-dire que je ferai un peu Monsieur Loyal et je passerai la parole aux intervenants qui sont avec nous aujourd'hui, qui vont se présenter après. Et je vais en profiter pour vous présenter Hello Asso et les partenaires qui organisent ce webinaire et le programme PANA. Hello Asso est une entreprise de l'économie sociale et solidaire que vous connaissez potentiellement. J'espère que vous êtes peut-être nombreux à connaître, pardon. Notre objet principal est de travailler sur les questions du numérique pour les associations et ça se traduit notamment par la mise en place d'une plateforme qui est une solution de paiement pour les associations et les clubs gratuite. Parce que nous avons un objet social qui traite du numérique pour les associations, on s'est rapproché d'autres grands acteurs du secteur associatif pour développer un programme qui s'appelle Point d'appui au numérique associatif, dont l'ambition est d'accompagner la transition numérique du monde associatif, donc permettre à chaque association de trouver près de chez elle une structure d'accompagnement
pour lui prêter main forte sur un sujet numérique. Pas forcément en allant chercher des experts, donc c'est-à-dire des informaticiens, des guides, des gens qui sont en capacité qui dont le métier, le cœur de l'activité professionnelle du numérique, mais des gens qui ont plutôt une vision large du numérique adaptée aux associations et qui s'engagent pour faciliter l'accès au numérique de manière adaptée aux associations, donc c'est-à-dire aussi qui respecte les valeurs, qui est durable et qui prend en compte les spécificités associatives. Donc, ce programme PANA s'adresse aux associations. Enfin, la finalité du programme PANA, c'est bien d'aider les associations à pouvoir monter en compétence sur le numérique, mais il ne s'adresse pas aux associations directes, mais aux acteurs de l'accompagnement. En gros, c'est une formation de formateurs, pour le dire de manière un peu caricaturale. Donc, notre idée, c'est d'intégrer des structures dans le programme en leur proposant de participer à des moments de montée en compétence sur le numérique pour les associations, d'accéder à des ressources spécifiques qui permettent de se former sur le sujet, de les accompagner dans la mise en place d'actions événementielles pour parler du numérique pour les associations et de les appuyer. Quand on intègre le programme PANA, nous, on rend visible les partenaires intégrés en leur proposant de se cartographier, ce qui peut permettre à une association qui chercherait du conseil ou de l'appui sur la question numérique de les retrouver facilement sur la cartographie. Et ce programme est un programme très multipartenarial et très large. Donc, je vous ai mis ici les principaux partenaires. Il a été initié par le mouvement associatif qui est... alors, j'ai toujours un peu la pression quand il y a des mouvements associatifs qui sont là et que je présente. Moi, je présente ça comme une fédération de fédérations associatives dont le rôle est de représenter le monde associatif dans sa diversité en France. Et l'OASO, je nous ai présenté, et la Fonda qui travaille et qui étudie la question associative. Et on a été rejoint par tous les partenaires que vous voyez là, dont la Medub et les hubs, dont sont issus nos deux intervenants d'aujourd'hui. Laura, est-ce que tout se passe bien du côté du chat à ce stade-là? Tout va nickel. Très bien. Alors, juste un petit point sur le programme PANA, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais du coup, ce programme s'adresse plutôt à des acteurs de l'accompagnement, donc c'est-à-dire que les structures qui deviennent PANA le font pour pouvoir transférer de la compétence vers d'autres associations. Si vous êtes aujourd'hui une association en recherche de solutions numériques, ce n'est pas forcément le programme PANA qui va pouvoir y répondre en direct, mais d'autres lieux de formation, on en reparlera peut-être plutôt à la fin. Laura, tu en es d'accord? Ouais, très bien, très bien. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. J'ai le plaisir de vous présenter mes intervenants d'aujourd'hui. Donc Laura s'est présentée. Moi, je suis Sarah Rousseau, responsable partenariat régional Grand Sud. J'ai eu l'occasion largement de vous parler de mon point de vue du Grand Sud. Je vais laisser Emmanuel et Caroline se présenter. Donc vous pouvez, Emmanuel, Caroline, ouvrir vos micros. C'est bon. Merci beaucoup, Sarah et Laura. Merci pour cette invitation. Et donc, moi, je suis Caroline. Je suis co-directrice en charge du développement produit et relations grands comptes de la MENNUM. Et en 2 mots, la MENNUM, c'est un accélérateur de solutions pour l'inclusion numérique. Et on est une coopérative et on regroupe plus de 74 sociétaires partout en France. Merci. Donc bonjour, je suis Emmanuelle, je suis bénévole au sein de l'association Ville Fertile, donc qui est une ferme urbaine participative aux portes de Paris, dans le bois de Vincennes vers Nogent-sur-Marne. Et voilà, dans ce cadre-là, donc on est une cinquantaine de bénévoles aujourd'hui et l'association grandit. Donc voilà, on essaye un peu de se professionnaliser sur certaines choses. Super, on est ravis que vous soyez ici, Emmanuel, et merci de vous avoir présenté votre association. Merci beaucoup. Là, je propose plutôt aux intervenants, c'est-à-dire les gens qui vont animer l'atelier, les formateurs. Pardon. Non, mais c'est pas grave, c'était très sympathique comme intervention et on est ravis que vous soyez avec nous. Je m'enlève le micro. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Emmanuel Vergès, je travaille depuis Marseille dans le champ de la médiation et surtout des cultures numériques depuis un long moment.
Et je particulièrement coordonne un dispositif porté par la Banque des territoires et la mission Société numérique à l'échelle nationale et accompagné par la MEDNUM, l'équipe dans laquelle travaille Caroline, qui s'appelle Hub du Sud, qui a pour vocation de développer des services et des dispositifs, de faciliter, d'accompagner des services et des dispositifs autour de la médiation numérique sur PACA. Voilà, et à ce titre-là, on est en relation avec Sarah et l'OASO autour des dynamiques PANA et sur ce territoire Grand Sud. Merci beaucoup. Alors maintenant que nous avons nos intervenants, je vais refaire un tout petit point sur le sujet avant de vous laisser la parole. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, qui est le deuxième de la série dans le cadre du programme PANA, est de travailler ensemble sur la question de garder le lien. Et les questions qu'on s'est posées avec nos intervenants sont comment rester en lien. D'ailleurs, j'aurais pu mettre des points d'interrogation. Comment rester en lien avec tous les membres, tous et toutes, quels qu'ils soient. Et donc là, on va faire un petit point sur la question de la médiation numérique et quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir créer du lien grâce au numérique et notamment dans une période aussi particulière que celle qu'on traverse. Voilà, je vais du coup laisser la parole à Caroline pour nous présenter un état des lieux. Merci Sarah. Donc effectivement, la médiation numérique, ou en tout cas le thème de l'inclusion numérique est un sujet d'actualité en ce moment. On voulait vous commencer un peu ce webinaire en vous rappelant quelques chiffres que vous n'avez peut-être pas en tête, parce qu'on va dire que les médias s'en saisissent aujourd'hui. Et pourtant, ça fait longtemps que les acteurs de la médiation numérique et de l'inclusion numérique en parlent et essayent d'alerter sur ce sujet. Aujourd'hui, en fait, il y a plus de 13 millions de personnes qui sont éloignées du numérique, dont à peu près 7 millions qui ne se connectent jamais à Internet. Soit parce que ils sont en zone blanche. Voilà, il y a 400 000 personnes quand même qui se trouvent en zone blanche. Donc, une zone blanche, c'est une zone où il n'y a absolument pas de connexion téléphone ni Internet. Ou bien en zone grise, c'est-à-dire une zone où la connexion va être très faible. Et aujourd'hui, on voit bien avec le fait de devoir rester confiné chez nous, si on vit avec d'autres personnes, il peut y avoir quelques tensions sur la connexion, puisqu'on est plusieurs à la partager en même temps pour souvent accéder à des services qui peuvent consommer énormément de données et de bandes passantes. Donc ça, c'était des chiffres qu'on avait vraiment à cœur de vous rappeler pour montrer un peu l'ampleur aussi du sujet. Donc il y a ces 13 millions de Français, mais quand même de façon même plus globale, on peut dire qu'on est presque 60 millions, enfin en tout cas 67 millions, un peu toute la population de la France aujourd'hui a besoin de se former tout au long de sa vie aux usages numériques. Et je pense que la période qu'on vit tous à l'heure actuelle le montre. Voilà, je pense qu'on a tous dû faire des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude d'avant. Peut-être pour certains, ça a été téléconsulter un médecin, ça a été faire des visioconférences. Voilà, c'est des usages qu'on n'avait pas forcément tous l'habitude de pratiquer avant. Donc, c'est pour vous montrer que voilà, le numérique, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui est en constante évolution et que nous, on doit également s'y adapter. Et évidemment, le numérique doit aussi s'adapter à nous, nos usages et nos envies et nos besoins. Et voilà, c'était un peu pour vous faire un petit panorama, pour vous rappeler également que voilà, on n'est pas tous égaux face au numérique et que donc la crise aujourd'hui aggrave les inégalités. On est également sur des précarités en fait qui peuvent se croiser, des précarités sociales, géographiques et numériques. Enfin voilà, c'est plusieurs fractures qui peuvent se cumuler, comme je vous le disais, le fait de résider en zone blanche et on va dire un peu une fracture géographique, et ben forcément ça vient se confronter au fait d'une autre fracture numérique. Voilà. Donc, c'était aussi pour vous expliquer que
les personnes qui sont éloignées du numérique, c'est des personnes au profil très divers. C'est vrai que souvent, on a tendance à tout de suite imaginer une personne un peu senior qui voilà, peut-être plus de 70 ans, qui n'aurait pas grandi avec Internet, avec les smartphones. Mais en fait, ce n'est pas que ça. C'est aussi les personnes isolées, donc en fonction de l'âge, en fonction de la zone géographique, en fonction également de son niveau social. C'est aussi important. On a aussi des personnes allophones qui peuvent se sentir exclus. Évidemment, certaines professions, on se rend compte que les professions peut-être de l'artisanat, de l'agriculture, tout ça, c'est des personnes qui ont besoin aussi d'être formées un peu plus au numérique et à ces différents usages. Et puis, on voit bien que la dématérialisation, encore une fois, touche tout le monde, à la fois la dématérialisation administrative, mais également les entreprises digitalisent tout leur process. Je pense que vous en avez conscience maintenant. Dès qu'une facture est émise, elle est sur l'espace personnel, sur le site de l'entreprise. Je pense à tous les opérateurs télécoms, je pense à EDF, voilà, tous ces services-là. Et donc, forcément, tous les usagers, tous les clients, quels qu'ils soient, sont confrontés à ça et doivent être formés. Donc là, on s'aperçoit que les usages sont très différents et que le besoin de médiation numérique, c'est-à-dire le besoin d'accompagnement, est encore plus et donc essentiel et encore plus en cette période de confinement. On voit aussi, et c'est ça qui est important et que cette crise est aussi source d'opportunités, c'est que les usages se développent. Là, comme je vous le disais il y a quelques minutes, on est tous un peu obligés de faire des démarches en ligne qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Je prenais l'exemple de téléconsulter un médecin. Aujourd'hui, c'est une démarche que peut-être certains d'entre vous, j'espère pas trop, avaient dû peut-être faire. Donc là, on est sur vraiment un développement des usages qui est assez extraordinaire, des apprentissages très rapides et on voit évidemment que quand même, on arrive quand même tous à s'adapter. Et c'est ça qui est un peu une grande force aujourd'hui et qui est évidemment source d'enseignement pour la suite. Donc nous, la MENU, mais avec plein d'acteurs locaux et nationaux, on a créé Solidarité numérique. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est une de nos réponses aux besoins en médiation qu'on a pu constater et une manière pour nous de garder le lien avec tous les publics qu'on accompagne habituellement. Parce que la médiation numérique se passe plutôt en présentiel. On accompagne la personne à faire sa démarche en ligne. Les médiateurs numériques sont présents en principe à ses côtés. Et là, il a fallu qu'on réinvente un peu ce métier. Et donc, on a décidé de mettre en place un centre d'appel dont je vous parlerai vraiment tout à l'heure après l'intervention d'Emmanuel. Mais voilà, c'était un peu ces grandes lignes que je voulais évoquer avec vous un peu en introduction. Peut-être je peux passer la parole à Emmanuel si ça te va, Sarah, ou s'il y a des questions, n'hésitez pas. Super, merci d'avoir brossé ces grands traits, Caroline. J'allais proposer effectivement, Laura, est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur le chat? Il y a une réaction qui disait plutôt sur l'adaptation, le fait que ça peut être complexe pour tous de s'adapter au contexte et aux outils. Donc voilà, que ce n'est pas forcément toujours très évident. Et ça, entre guillemets, ce webinaire est censé apporter quelques éléments pour vous aider aussi chacun. Emmanuel, Pardon, Caroline, tu voulais répondre? Oui, non, je voulais juste rebondir à cette remarque. Effectivement, là, la situation qu'on vit est pas facile, déjà un peu émotionnellement parlant. Et c'est vrai que tout de suite, les difficultés prennent un niveau assez incroyable. Nous, on s'en rend compte sur la plateforme où, comme je vous le disais, voilà, il y a une détresse un peu sociale qui émerge. Et de temps en temps, en fait, il faut vraiment
réassurer en fait les personnes. On est vraiment dans ces liens de confiance et de dire qu'il y a des gens qui sont là pour les aider. Enfin, il y a aussi cette dimension très humaine qui est assez importante. Et nous, c'est ce qu'on a aussi voulu mettre en place là dans, dans le centre d'appel qu'on a créé en urgence et pour répondre à la crise. Voilà, c'était un petit aparté. Très bien, merci. D'autres réactions sur le chat, Laura? Non, pas d'autres réactions. Emmanuel, une réaction sur ce sujet-là ou on passe à ta partie? Comment tu… Non, réinsister sur quelque chose que vient d'évoquer Caroline, que la médiation numérique a vécu une vingtaine d'années pour ce qu'on appelait de manière un peu médicale réduire la fracture numérique. C'est une approche assez médicale, très équipementière. Aujourd'hui, Caroline évoque le fait que la médiation, effectivement, il y a quelque chose qui doit accompagner la redéfinition du métier, ou tout au moins son évolution. Aujourd'hui, on est dans un contexte de confinement, de situation inédite, qui fait qu'on rentre tous et toutes quasiment dans ce contexte-là, parce qu'il y a aussi les outils numériques pour une très grande partie de la population, et que ça redéfinit aussi, au-delà du métier de médiation numérique, ça redéfinit aussi d'une certaine manière nos contextes d'action, nos modalités d'organisation, nos manières de travailler et donc de faire lien et de faire communauté. Je fais juste un tout petit lien sémantique important. Garder le lien à l'époque de la distanciation sociale va être quelque chose de déterminant et il me semble, moi, j'y reviendrai à la fin de ma présentation, qu'il va nous falloir, dans le monde associatif, être attentif à ce que l'outil, d'une certaine manière, ne soit pas simplement l'outil d'un lien social, mais véritablement l'outil au service d'un projet de société. Et il me semble que le mouvement associatif, dans son ensemble, va devoir être attentif au fait qu'on a à redéfinir aussi nos propres métiers par rapport à une révolution numérique qui, au-delà d'être un fait social total aujourd'hui, est quelque chose qui est en train de transformer en profondeur notre manière de nous organiser en termes de société. Voilà, c'est un peu le lien et une réaction rapide à cette question-là. Merci beaucoup. Et du coup, s'il n'y a pas de réaction sur le chat, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, je te propose peut-être de passer à ta partie. Oui, ok. Alors, je ne mettrai pas forcément le titre « Faire communauté », mais effectivement, garder le lien, comme tu me demandais, Sarah, d'intervenir ce matin. C'est une réflexion qu'on a eue avec Sarah il y a 3 semaines à l'occasion d'un premier temps d'échange de pratiques que tu avais organisé, avec une idée de réflexion sur les différentes pratiques qu'on peut déployer pour garder le lien, je dirais, en régime numérique, aujourd'hui dans une situation où les outils numériques sont en particulier des outils qui nous servent majoritairement à garder le lien entre nous. Je vais intervenir sur 3 sujets. Comment est-ce qu'on garantit une permanence? Comment est-ce qu'on anime une communauté? Et comment est-ce que, du point de vue associatif, on enrichit le milieu en vous partageant quelques éléments qui me paraissent importants à prendre en compte dans ces 3 types de démarches. Voilà, garder le lien, il y a cette question de permanence, d'animation et de milieu à intégrer. Alors, sur le premier sujet, pourquoi parler d'assurer et garantir une permanence? Ça, c'est vraiment un constat qu'on a eu au début du confinement, mais qu'on a plus globalement aujourd'hui, quand étaient évoqués tout à l'heure les enjeux liés à la médiation numérique et à l'inclusion numérique, au sens plus large du terme. C'est que effectivement, il y a un enjeu de pouvoir offrir la première… Enfin, quand on est dans un lieu physique, ce qui est assez évident, c'est qu'il y a une porte, il y a une adresse et il y a une porte. Il y a une adresse, l'idée de l'adresse. Sur le numérique, on a parlé souvent d'adresse web. Maintenant, on parle moins d'adresse web ou d'adressage web. Tous nos ordinateurs ont une adresse électronique qui permet de mettre en réseau nos différentes machines. Et d'une certaine manière, symboliquement, il y a une nécessité
pour garder le lien, de commencer à assurer et à garantir une permanence, c'est-à-dire une accessibilité. Il faut qu'on soit accessible. La logique sur laquelle reviendra Caroline tout à l'heure autour de solidarité numérique, d'avoir un numéro de téléphone peut paraître assez drôle pour parler de médiation numérique avec un numéro de téléphone. Non, c'est hyper important. Un numéro de téléphone, entre autres, permet aux gens qui n'ont pas accès aux outils numériques, au-delà de l'accessibilité physique, de pouvoir contacter quelqu'un. Donc, dans cette logique-là, le numéro de téléphone, un site web mis à jour avec un certain nombre de coordonnées de contact, un mail avec une réponse rapide. Et pour moi, le premier niveau, d'une certaine manière, excusez-moi, le premier niveau pour garder le lien, c'est-à-dire celui d'assurer effectivement le fait qu'on peut rentrer en contact avec nous. Combien de sites Je me permets juste, je suis désolée Emmanuel, je me permets juste de couper un instant. C'est Laura. Il y a pas mal de remarques dans le chat qui précisent qu'on t'entend pas très très bien. Du coup, n'hésite pas à bien parler face à ton micro. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Je vais surtout, je t'en prie Laura, c'est très important, je vais surtout augmenter le son de mon micro. Ça va mieux comme ça? Génial, ouais. Ok, super. Donc, il y a un premier niveau. Alors oui, combien de sites de structures, d'associations ou d'entreprises dans lesquels on cherche désespérément le contact. On cherche à savoir qui et comment on adresse. Il y a eu deux histoires très, très étonnantes la semaine dernière qui me sont arrivées. C'est très anecdotique, mais ça raconte bien cette nécessité de la permanence. Je reçois un coup de fil d'une vieille dame qui me dit « Excusez-moi, mais je voulais savoir quand est-ce que je peux vous rapporter les livres que j'ai empruntés. » Et en fait, elle cherchait à contacter le médiabus d'une des petites villes autour de Marseille pour lequel, avec mon association, j'avais travaillé. Et en fait, le seul contact qu'elle a trouvé, alors elle est hyper maligne, c'est-à-dire qu'elle a creusé, elle allait sur le site de la médiathèque de la ville, il n'y avait aucune information, aucun contact, aucun moyen d'appeler, le téléphone qu'elle avait ne fonctionnait pas, tombait dans le vide ou tombait sur un répondeur, elle n'arrivait pas à savoir à quel endroit elle pouvait déposer les livres qu'elle avait empruntés au médiabus. Et elle tombe en fait sur une opération qu'on avait fait avec ce médiabus, et sur le site web de mon association, il y a mon numéro de téléphone et elle m'appelle. Donc, elle avait mis 2 heures pour me trouver sur Internet. Vous dire l'importance que, d'une certaine manière, quand on a de considérer qu'effectivement nos sites web sont les portes d'entrée numériques aujourd'hui pour accéder à nos structures. Et la logique d'ouverture et de permanence doit nous amener en fait à prendre conscience qu'effectivement, peut-être aujourd'hui en phase de confinement, la première chose qu'on doit trouver sur un site web, c'est effectivement nos contacts pour qu'on puisse rentrer en contact avec nous. Garder le lien, il me semble, ne peut pas se faire au travers d'un site web, ou tout au moins, il y a dans les questions de fragilité qu'évoquait tout à l'heure Caroline, il y a une fragilité qu'on voit beaucoup chez les gens qui ont des problématiques liées au numérique, c'est le fait d'être perdu, et je pense que certains d'entre vous ont vécu cette expérience-là, dans des centres d'appel, que ce soit ceux des opérateurs de télécom, des services de marchands, ou aussi ceux des services publics. C'est-à-dire comment on se perd dans ces boîtes automatiques de réponse téléphonique ou de procédures, de gens qui ont des procédures desquelles on ne peut pas sortir. Il me semble que dans le mouvement associatif, dans nos associations, on a une nécessité de réhumaniser d'une certaine manière ce lien dématérialisé. Deuxième petite anecdote, quand on travaille sur des lieux numériques, des tiers-lieux ou des dispositifs d'accompagnement des publics sur les territoires autour de la dématérialisation, c'est-à-dire de l'accessibilité aux services publics, quand on travaille avec des collectivités territoriales, les collectivités territoriales ou les services publics nous disent la dématérialisation, c'est encore plus d'humain. C'est-à-dire qu'on a besoin d'humaniser en permanence le lien dématérialisé à une procédure, un processus, un service public, etc. Donc, même si notre site web est très important en termes d'information, de communication, etc., il me semble qu'effectivement, c'est une porte d'entrée pour garder ce lien numérique. Et là, tous les moyens sont bons d'une certaine manière, du numéro de téléphone à une adresse web, un mail ou autre dispositif, un lien avec un WhatsApp ou un lien avec la possibilité d'être en visio avec les gens me paraît important. Deuxième niveau,
Est-ce qu'il y a, on fait les 3 niveaux et on fait les questions après, Laura et Sarah? Vous Laura, préférez ou vous comment voulez ça que se je passe sur rapidement? le chat? Pour l'instant, j'ai pas de questions. Je pense que du coup, Ok, les questions vont venir au fur et à mesure, d'autant si on ok, entre bien dans le concret de l'animation de communauté. Je pense que d'accord. là, les retours d'expérience pourront être. Enfin, n'hésitez pas à partager vos retours Ouais. d'expérience sur le chat. Parfait, Alors, bah, je te laisse continuer alors, Emmanuel. merci. Sur le deuxième niveau, gardez le lien, qui est effectivement l'animation stricto sensu de la communauté. Alors, petit élément de précision, à la faveur des 20 dernières années de travail avec ces outils-là, je partage avec vous le fait que c'est très compliqué de construire une communauté, c'est-à-dire d'animer une communauté qu'on n'a pas construite de manière réelle. Voilà. C'est compliqué de construire une communauté simplement en ligne si ce n'est pas lié à une logique de service ou une dynamique qu'on a déjà initiée. Je prends le cas très concret de ce matin. Vraisemblablement, la plus grande partie des gens qui font partie de ce chat-là avaient déjà été en relation avec PANA, le mouvement associatif, Hello Asso, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique préexistante autour des dispositifs PANA qui ont permis de créer une adresse et une intention de mise en lien avec les uns et les autres. C'est-à-dire, je reviens encore une fois, l'outil ne fabrique pas la communauté. Il n'existe pas de réseau social en ligne. Voilà, moi, j'utilise beaucoup ça. On pourra revenir sur la question tout à l'heure des points importants, mais là-dedans, une logique de réseau social se constitue d'abord entre des actions, des logiques, des logiques physiques et réelles qu'on a construites. Donc, pour rentrer là-dedans, comment est-ce que là-dedans on peut animer une communauté et essayer d'enrichir une communauté autour de ça? Bon, j'ai identifié quatre dispositifs, 4 choses assez concrètes qu'on voit passer, qu'on a vu passer, qui est la liste de diffusion, qui va alimenter d'un émetteur, d'une association vers ses adhérents, ses récepteurs, ses usagers, ses citoyens, ses habitants, voilà, les gens, ses bénéficiaires d'informations régulières. Il y a la logique là-dedans, dans l'animation de la communauté, de la régularité. Après, la permanence, c'est la logique de régularité. Le niveau supérieur qui est la liste de discussion, qui est extrêmement intéressant. Dans la liste de discussion, il y a plusieurs milieux professionnels, plusieurs structures qui ont mis en place. C'est quoi la différence entre une liste de diffusion et une liste de discussion? C'est que dans la liste de discussion, tout le monde peut participer, à envoyer des informations, à partager des informations, ce qu'on appelait des mailing lists à une époque. Voilà, on a des dispositifs de liste de discussion. Troisième niveau, ce qu'on voit de plus en plus apparaître à la faveur de cette zone de confinement, les visios, autour des logiques de groupe de travail, échange de pratiques, ou tout simplement des moments où alors on a vu la mode des apéros Zoom ou des apéros Jitsi, comme ça, des apéros visio qui se jouent. Cette nécessité de se voir, on l'avait vu avec Sarah, c'était un des éléments qui était ressorti fortement quand on avait fait ce travail d'échange de pratiques, la nécessité que les gens se voient pour échanger en communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, la liste de diffusion de mails qu'on va recevoir, la liste de discussion de mails qu'on va échanger reste du texte et qu'il y a à un moment donné quelque chose de l'ordre d'une incarnation numérique qu'on avait beaucoup vu dans les premières années du web où les premières expériences de visio avaient été déployées, qui est un des arguments pour lequel les caméras se sont développées sur nos téléphones portables, pouvoir se voir comme se parlant, sont des éléments forts, cognitifs, sociaux, culturels importants. Ce qui est très intéressant avec ces outils de visio et l'explosion de ces outils de visio, c'est que de plus en plus, on a des outils qui vont permettre de penser, et ça c'est un des éléments que moi je commence à retenir de ce confinement-là, qui vont nous permettre de penser différemment la logique du télétravail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir penser autrement à la déterritorialisation de nos actions, où effectivement par la visio et le lien visuel à l'autre, à ses réactions, pour partie, même s'il n'est pas en présence avec nous, on va pouvoir penser réellement, pouvoir construire nos actions avec une part de notre travail qui va pouvoir se travailler avec ces dispositifs-là et entre autres éviter de multiples déplacements ou transformer nos manières d'agir. Et quatrième niveau, ça je l'ai vu dans certains
milieu associatif et des dispositifs de communauté forte, la mise en place de systèmes de veille ou de ce que j'appelais de bienveillance de pair à pair, beaucoup par le téléphone, mais aussi par du WhatsApp ou par d'autres types de dispositifs, plutôt de 1 à 1, hein, pas simplement de groupe ou de groupe de parole, de discussion ou d'échange, mais plutôt de 1 à 1, la mise en place d'un système où, de pair à pair, je suis dans un lien avec une ou deux autres personnes avec lesquelles je vais régulièrement prendre contact, téléphoner, m'assurer que tout va bien dans mon espace professionnel, dans mon espace territorial, dans mon immeuble, dans ma communauté, etc. Ces 4 éléments, il peut y en avoir évidemment pas mal d'autres, c'est essayer de regrouper un peu des pratiques qui effectivement vont permettre de manière régulière, je reviens vraiment sur cette notion de régularité, des logiques d'animation. Qu'est-ce que je vais mettre sous le terme d'animer une communauté? C'est effectivement faire circuler une énergie, l'énergie du fonctionnement en groupe. On dit souvent que dans l'étymologie du terme animé, il y a donner du souffle, comme ça, mettre de l'énergie, donner du souffle, mettre de l'âme. Ces dispositifs-là, et je viens vraiment aujourd'hui sur je trouve qu'il y a une explosion, un truc très, 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 très intéressant sur ces logiques de visio, et là-dedans, il n'y a pas que Zoom qui existe, hein, il y a plein d'autres dispositifs qui sont extrêmement intéressants et qui fonctionnent très bien là-dedans. Voilà, permettent de composer, de recomposer, de faire prendre conscience qu'effectivement, on n'est pas simplement dans des relations asynchrones quand on anime une communauté, on peut être de plus en plus dans des relations synchrones avec des dispositifs qui ne remplacent pas, évidemment, une animation de communauté physique, mais permettent de pallier et de gérer cette distanciation sociale nécessaire dans ce moment inédit. Emmanuel, je peux me permettre une petite question? Du coup, c'est Laura. Je me demandais, parmi les dispositifs que tu proposes, quelles seraient tes recommandations? Est-ce que… je vais venir après. Ouais, ok, pardon, excuse-moi, désolée. Non, j'avais hâte d'entendre la suite, c'est pour ça. Troisième étape sur garder le lien, ce que j'appelais enrichir le milieu. Alors, enrichir le milieu, c'est un terme que j'ai récupéré du cahier La méthode de projet du pavé, de la SCOP le pavé. Et j'aime beaucoup cette expression-là, parce qu'elle peut être prise aussi dans sa métaphore agricole. Tout à l'heure, Emmanuel parlait des jardins partagés là tout à l'heure, si j'avais bien entendu. Cette notion d'enrichir le milieu qui est effectivement de dire que garder le lien, c'est aussi, au-delà de mettre de l'énergie avec les logiques d'animation, la nécessité de pouvoir mettre du carburant dans le moteur, d'une certaine manière, de la communauté ou du groupe. Que j'ai mis sous la logique enrichir le milieu. Sarah, tu peux passer sur le slide différent. Je reprends l'exemple et l'illustration de ce webinaire. Typiquement, Helloasso, mouvement associatif, nous enrichissent d'une certaine manière avec un certain nombre de contenus, de supports, de logiques. Là-dedans, c'est la nécessité de produire des ressources pour pouvoir alimenter, oxygéner les membres d'une communauté. Que ce soit du webinaire, du cours, que ce soit de la visio d'échange de pratiques, hein, au-delà de la vision d'animation de communauté, de la visio d'échange de pratiques par exemple, ou de la production de ressources sur les sites web. Je reviens sur la question des sites web tout à l'heure, des MOOC ou des tutos qui vont permettre pas simplement d'augmenter les connaissances, hein, de travailler selon les missions, mais véritablement de pouvoir faire en sorte que on soit dans une logique d'activité non pas productiviste, mais qu'on puisse d'une certaine manière participer à développer les activités de nos usagers, de nos bénéficiaires, de nos communautés. Hier, j'étais dans un temps là de travail dans une association qui faisait de l'accompagnement social. On était autour des problématiques alimentaires et puis d'un coup, une personne arrive en disant « Est-ce que vous n'avez pas des jeux pour mes enfants ?» C'est-à-dire que d'un coup, la logique d'enrichissement du milieu, elle est importante parce qu'elle va venir, et je vais y venir sur les
les vigilances ou les éléments importants à partager, elle va être importante parce que dans nos mouvements associatifs, qu'on soit dans des animations de communauté, qu'on soit dans des logiques d'information, qu'on soit dans des logiques de mission ou dans des logiques d'activité, il y a quelque chose qui me semble assez important, c'est que nos adhérents, nos bénéficiaires, nos communautés peuvent être appréhendés comme des écosystèmes. Et si on a décidé d'animer une communauté ou d'animer un écosystème, à un moment donné, ce n'est pas simplement par l'énergie des membres que cet écosystème va vivre. On a besoin, comme d'une terre, comme d'un jardin, comme d'un espace, d'un espace naturel, on va avoir besoin, non pas mettre de l'engrais, mais de mettre des éléments qui vont nous nourrir de la même manière qu'on va manger 2 à 3 fois par jour, mettre des éléments qui vont nous nourrir les... C'est un peu cette idée-là, et c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément abordé. On dit on n'a pas forcément le temps, ou ça n'a pas de lien avec le lien social. Il me semble au contraire que c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous, entre guillemets, permettre de garder la forme. Voilà, c'est un peu cette logique de l'enrichissement du milieu. Et dans cette phase de confinement, je pense que nos associations ont une responsabilité importante, au-delà du lien, au-delà de la permanence, au-delà du lien régulier, au-delà de la permanence, effectivement, de pouvoir alimenter régulièrement nos écosystèmes. Alors, quels sont là-dedans les éléments qui me paraissent importants à partager avec vous? Il y en a 3. Tu peux passer, Sarah, ouais, sur la dernière diapo. hop, Il y en a 3. Effectivement, c'est chouette que tu l'aies mis sous cette chose de s'intéresser au contexte, Sarah. Il y en a 3 que je partage avec vous ce matin. La première chose, et là l'illustration importante, c'est celle qu'a évoquée tout à l'heure Caroline, du numéro de téléphone pour solidarité numérique, comment faire de l'accompagnement numérique au travers du téléphone, qui est de s'intéresser au contexte des gens. Caroline nous évoquait tout à l'heure du point de vue du numérique la question des zones blanches et des zones grises, le fait qu'il y a une grande partie de la population française qui n'est pas équipée avec Internet, qui a des équipements numériques mais qui n'est pas forcément équipée avec Internet, donc il n'y a pas d'accessibilité à nos dispositifs en ligne. Il y a une nécessité de s'intéresser au contexte des gens. Le contexte, alors ce qu'on a dans le secteur culturel, on appelait ça les cultures à domicile, les usages à domicile, les pratiques à domicile. Dans quel contexte sont les gens ? Il y a, par exemple, là, dans une petite illustration, par exemple, toute la problématique qu'il y a eu autour des 10 ou 15% de décrocheurs scolaires, de gens qui ne participaient plus aux dynamiques des classes dans la logique de continuité pédagogique. Et pour avoir partagé avec quelques profs et principaux de lycée, il y a eu pas mal d'initiatives qui sont venues essayer de résoudre cette problématique d'équipement, d'accessibilité, etc., portée entre autres par pas mal d'institutions. Et en fait, qui se sont intéressés pour partie, mais pas toutes, à un élément intéressant qui était de se dire qui connaît le mieux les élèves, si ce n'est les profs. Et que autour de ça, on a une logique où on a voulu équiper, antérieurement au confinement, il y avait pas mal d'institutions qui avaient cherché à équiper comme ça le monde de l'éducation, sans pour autant s'intéresser aux personnes qui étaient dans cette nécessité d'outiller une relation, d'avoir une relation numérique, qui étaient les profs et les élèves. Et là-dedans, on rajoute un autre contexte avec des logiques de continuité pédagogique où quand il y a 2, 3, 4, 5 élèves qui sont dans les familles et pas forcément autant d'équipements, une impossibilité d'être dans une continuité pédagogique chez les gens, en fait. Et de la même manière, essayer de comprendre dans quel contexte sont les gens, et il n'y a pas du tout d'égalité dans ce confinement face à l'accessibilité aux ressources numériques. Il y a eu plusieurs éléments, plusieurs choses qui avaient été écrites au début du confinement sur le fait qu'on était égal dans ce confinement. Absolument pas. Il y a une explosion des inégalités dans ce confinement, quelle qu'elle soit, et entre autres liées à l'accessibilité du numérique, entre autres parce qu'on a une nécessité, d'une certaine manière, d'accompagner tout un chacun. C'est-à-dire qu'il y a un renversement géographique extrêmement important à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus dans nos lieux, nous allons dans le lieu des gens. Et si on va dans le lieu des gens, eh ben, à un moment donné, il y a une logique de respect
de ce lieu des gens et d'essayer de comprendre dans quelle logique, effectivement, les gens sont pour qu'on puisse être en relation avec eux. Et qu'on ne peut pas tout demander à des élèves qui sont avec des frères et des sœurs dans quelle que soit la situation, dans des situations où, a priori, on va partager des connexions Wi-Fi, on doit partager de l'équipement. On n'est plus dans une situation d'égalité comme on essaie de les générer dans nos lieux, hein, que ce soit les lieux publics ou dans nos associations. Le pendant de cela, ça c'est pour moi le deuxième point important, c'est comment est-ce qu'on prend en compte nos propres rythmes et nos propres conditions de travail. On voit apparaître pas mal de choses sur la difficulté, les précarités ou les grandes fragilités dans lesquelles nous mettent les situations de télétravail chez nous. Si on a des enfants, et quelles que soient nos situations en fait, de vie ou de famille, quelles que soient nos situations, quels que soient nos contextes, ces difficultés d'être en télétravail. C'est-à-dire que la maison, le domicile, le lieu dans lequel on est confiné, devient le lieu d'activité personnelle, individuelle, potentiellement familiale, professionnelle, etc. Et que, en fait, face à ça, ce n'est plus le lieu de travail qui devient le lieu de référence, mais nos chez nous. Et nos chez nous sont tous et toutes différents. Donc là-dedans, il y a une nécessité de prendre en compte quelque chose qui émerge, il me semble, de cette situation de confinement, le fait qu'on vit tous et qu'on a tous des rythmes de vie différents. Et que le temps, nos temps de travail, nos temps de vie, sont d'une certaine manière cadencés par nos propres manières de vivre chez nous et plus par le temps collectif. C'est-à-dire qu'il y a besoin de renégocier ce qui relève du collectif ou du temps collectif. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est plus du 9h 18h, c'est plus possible de raisonner comme ça. Parce que dans ce 9h 18h, j'ai participé à des webinaires qui étaient entre 11h30 et 13h. Il y a 3 personnes qui ont dit « Non mais écoutez, j'ai des enfants, je les fais manger, je vous quitte à midi. » Parce qu'effectivement, c'est un autre temps. Un temps qu'on voit apparaître de manière qui était un peu dure dans les négociations qu'on avait dans nos modes du travail, où la question, si je vous rappelle, du télétravail qui a été extrêmement complexe à amener dans le monde professionnel, quand on passe tous du jour au lendemain en confinement, d'une certaine manière, aujourd'hui, il y a effectivement à intégrer une prise en compte beaucoup plus forte, une attention d'une certaine manière beaucoup plus forte à la manière dont on va transformer nos conditions de travail. Et enfin, un dernier point important sous forme de vigilance. Alors, je sais que Sarah, vous en faites des webinaires spécifiques autour de ces questions-là, mais je voulais juste l'évoquer ce matin, de faire bien attention qu'aujourd'hui, quand on travaille dans une ville, dans un territoire, ce territoire est aménagé par la puissance publique. Massivement. On ne travaille pas forcément dans un lieu public, mais même si on travaille dans une association, dans nos locaux, dans une entreprise, etc., on utilise des routes, on utilise des infrastructures qui sont des infrastructures publiques. Les infrastructures de l'Internet sont massivement privées. Quand on met un document, quand on utilise un drive chez Google, nos données sont chez Google. Quand on utilise Zoom, nos données sont captées par l'entreprise qui porte le logiciel Zoom. Et que là-dedans, ces entreprises du numérique font entre autres leur économie sur la captation de nos données. Nous sommes très souvent le produit massivement chez Google, Facebook et ces dispositifs-là de nos données, qui racontent qu'en plus, Facebook est un réseau social, alors que c'est massivement un outil, un outil économique capitalistique qui base son économie sur autre chose que les logiques de réseau social, c'est-à-dire qu'elles vont exploiter nos données. Juste, je mets cette vigilance-là, c'est un sujet que vous déployez dans d'autres webinaires et c'est important, à mon avis, que vous puissiez suivre aussi ces autres types de webinaires, c'est que les infrastructures du lien sont des infrastructures privées. Et donc là-dedans, c'est une vraie vigilance, c'est-à-dire à essayer de démultiplier les outils, à essayer de rendre accessibles des outils qui sont aussi dans le domaine public ou dans des logiques de libre ou de ce développement-là, pour qu'à un moment donné, on puisse prendre conscience qu'effectivement, aujourd'hui, si dans ces phases de confinement aussi, on démultiplie les situations de garder du lien au travers des outils numériques, et bien à un moment donné, on est dans des infrastructures qui n'ont pas de neutralité. Et qui n'ont pas forcément de qualité d'intérêt général. Et ça vient re-questionner dans le fond aussi la manière dont chacun de nous, dans nos associations, dans le monde associatif, on va utiliser les outils numériques. Voilà pour
pour ces éléments d'apport. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Laura et au chat, j'imagine qu'il doit y avoir des questions. Je veux juste rebondir sur ce dernier point. Merci de cet éclairage sur la question de la structure et de l'aspect public ou privé de la structure du parallèle, effectivement, entre l'aménagement du territoire et de nos équipements en dur et de nos équipements numériques. Moi, je sais que... Merci. Ça va me faire cogiter. Laura, j'imagine qu'on doit avoir des réactions sur le chat. Il y a quelques réactions et une question. Alors, je vais commencer par les petits témoignages. Un retour pour l'animation de groupe et de communauté, le fait de bien proposer des préparations en amont par les participants pour vraiment rendre plus efficaces les échanges lors des visios, lors des webinaires. Donc, je trouvais ça assez intéressant comme bonne pratique. En effet, peut-être que ce qu'on n'a pas dit et qu'on a dit par ailleurs dans d'autres webinaires, c'est que l'organisation, le maintien du lien à distance nécessite plus de temps de préparation parfois que quand on est en présentiel. Le fait que un autre témoignage d'une autre structure qui disait que beaucoup des structures voyaient leur messagerie mail surchargée par des mails venant de personnes qui se trouvent un peu démunies et qu'on a tous éprouvé le besoin d'échanger. Et je pense que c'est un témoignage qui pourrait être partagé par nombre d'entre nous et des participants à ce webinaire aujourd'hui, du fait qu'on a besoin de parler, de trouver les moyens d'échanger ensemble et que parfois, en effet, ça fait beaucoup d'informations. Et du coup, ça permet d'aboutir à la question qui a été posée également, à savoir comment, après cette période, on peut aider les associations à garder ces nouveaux outils d'animation et ce système d'animation. Comment on assure le suivi, voilà, je pense que c'était ça qui était derrière aussi le sujet, donc derrière cette question. Donc si tu as des apports, Emmanuel, n'hésite pas. Très intéressant cette remarque sur le temps. Oui, ça prend plus de temps. Alors, et je vais faire le lien avec la deuxième question sur le suivi. Est-ce que ça nous prend réellement plus de temps ? Ou on compare ça avec le temps qu'on consacrait à ces choses-là avant. C'est-à-dire que je pense que cette phase de confinement, elle ne change pas en soi nos pratiques, elle les change de manière relative avec nos pratiques antérieures. C'est-à-dire que pour intégrer les changements à des endroits qui me paraissent importants, il me semble qu'à la sortie du confinement, il faudrait qu'on soit dans nos associations et dans mes différents chantiers, je suis en train de préparer ça, qu'on sorte du confinement, non pas en ayant des grandes certitudes sur ce qu'il faut faire maintenant, mais en s'adressant des questions, en soulevant les questions. Celle du temps devient très intéressante. Mais il me semble qu'il serait compliqué de dire, voilà, je vais prendre tant de temps pour faire ça, ça, ça et ça. Par contre, il me semble important que la question du temps, du rythme des uns et des autres, du nombre de mails qu'on échange, l'importance de garder le lien, soient des questions qu'on puisse partager en équipe pour décider ensemble de quels changements on va quels sont les changements qu'on va vouloir garder à la suite du confinement. Il me paraît improbable qu'on décide au sein même du confinement de ce qui va se transformer pour nous. Puisque quand on va tous sortir, comme on est chez nous, qu'on garde un lien numérique, quand on va tous sortir, on va se retrouver tous avec des envies de changement. Mais si on confronte nos changements les uns à côté des autres, peu de choses vont changer. Par contre, si on essaie de formuler les changements, les choses qui nous ont paru importantes en forme de questions et qu'on s'adresse ensemble et qu'on décide de répondre à ces questions-là ensemble, cela, à mon avis, va être plus agissant. C'est-à-dire de porter un regard relatif à ce qui s'est passé avec ce qu'on faisait antérieurement. Et à mon avis, les groupes PANA, à la sortie du confinement, vont être des espaces importants pour essayer de formuler ensemble ces questions-là. Et qu'à la suite du confinement, en équipe, en groupe en équipe dans les associations avec les adhérents, les usagers, ou entre associations pairs, entre guillemets, qui partagent les mêmes problématiques, il me semble important qu'on ouvre en fait toute une phase. Nous, on a appelé ça dans nos milieux la météo numérique du confinement ou un observatoire du confinement, c'est-à-dire d'essayer d'analyser ce qui s'est passé et de se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de garder et qu'est-ce qu'on a envie de transformer. Mais ça, qu'on le fasse ensemble.
Je reprends juste peut-être d'autres petites remarques qui concernent ta présentation, Emmanuel. En effet, donc on revient sur le fait qu'il peut y avoir d'autres solutions numériques que celles des entreprises. Alors, José nous parle d'entreprises monopolistiques, donc voilà, d'autres que des entreprises propriétaires. Donc, en effet, là, on fait bien référence aux outils libres. Patrice parle aussi de la nécessité de sortir du maintien du lien sous forme descendant et permettre un échange réciproque. Et que, du coup, forcément, c'est un peu la limite des webinaires et parfois des listes de diffusion. Donc ça, après, c'est vrai que c'est toute la question de pouvoir utiliser toutes les méthodes d'éducation populaire au sein des dispositifs numériques qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Emmanuel, si tu veux rebondir sur là-dessus. Et puis la question aussi, et qui est réelle en ce moment, je crois, de la présence le temps de présence devant les écrans. Et en effet, je crois que là, on est, voilà, on est tous concernés, il me semble. Sur le temps qu'on passe devant les écrans, je trouve que pour celles et ceux qui sont en situation familiale et qui ont gueulé contre leurs enfants qui passaient trop de temps devant les écrans, on va avoir un très beau sujet collectif de ce temps devant les écrans. Et je pense qu'on va pouvoir enfin rediscuter de ce que ces écrans-là ont à faire dans nos vies. Et de pouvoir presque se fabriquer une écologie collective, voire familiale, de la relation qu'on a avec les écrans. Je pense qu'il ne faut absolument pas zapper ce sujet-là maintenant et à la sortie du confinement. Je pense que les écrans ont pris une autre qualité, enfin, sont devenus autre chose dans nos vies que simplement des espaces d'individualisation. Si je rebondis avant d'arriver sur la deuxième question, de quelle manière on va pouvoir faire en sorte que les écrans soient non pas des espaces individualistes, mais pourraient devenir des espaces aussi d'individuation, c'est-à-dire comment ils vont nous accompagner à devenir individus dans une société en régime numérique. Donc je viens sur le deuxième sujet. Oui, c'est fondamental que les dispositifs soient des dispositifs de pair à pair. Dans les fondements des cultures libres et des cultures numériques, au sens des pionniers du web et des pionniers de ces outils-là, la question de l'émancipation et de la transformation sociale était constitutive des outils numériques. J'ai écrit un article sur ça, sur éducation populaire et culture libre, qui est paru en Belgique il y a 2 ans. Il y a des liens très forts entre les cultures numériques, les cultures libres, de ce qui se passe chez Wikipédia, chez Framasoft ou ailleurs, et l'éducation populaire. Il y a une nécessité d'envisager les relations comme étant des relations de pair à pair. C'est pour ça que j'ai fait cette petite aussi incise parenthèse sur les GAFA et la souveraineté des données. C'est que si on assume d'être le produit, on assume d'être dans une relation asymétrique avec les fournisseurs de contenu. Sous Wikipédia, nous ne sommes pas dans une relation asymétrique. On a possiblement, je prends cette illustration-là un peu basique, mais un peu bête, mais un peu simpliste, mais on est possiblement dans une relation symétrique en devenant aussi nous-mêmes producteurs de données. C'est pour ça que j'ai parlé des listes de discussion, beaucoup plus que simplement des listes de diffusion, ou des temps de visio en tant qu'échange de pratiques. C'est-à-dire que l'espace associatif, à mon sens, doit être un espace de pair à pair qui va militer sur ces dispositifs. Et en numérique, on a largement des dispositifs qui permettent cette relation de pair à pair. L'utilisation par les GAFA simplement d'une relation asymétrique est un choix qu'il faut. Nous avons le choix d'utiliser les outils avec une approche complètement de pair à pair. Du mail est éminemment pair à pair. Pourquoi il y a une explosion du mail dans ces périodes de confinement? Parce qu'on a tout un chacun besoin d'être en relation avec les autres et que le mail nous le permet. De la même manière que les autres dispositifs nous le permettent. Et ça, dans le champ de l'éducation populaire, on a plein de méthodes. Quand je parlais d'animer des communautés, je pense bien évidemment à tous les outils d'animation qu'on a d'une communauté. Mais on sait que les outils ne sont pas neutres et que c'est leurs usages qui vont en fabriquer la qualité sociale d'une certaine manière et politique. Et qu'un outil d'animation d'une réunion peut être complètement descendant de la même manière qu'un outil de visio est complètement descendant. Ou qu'une liste de diffusion, de la même manière que la gazette d'une association, peut être complètement descendant. Tout dépend de la manière dont on veut les utiliser.
Et ça, c'est une vraie vigilance qu'on a, c'est-à-dire que les outils ont à être réintégrés dans un processus d'éducation populaire qui est porté par notre association et notre groupe et notre communauté. Avant tout, il me semble. Merci pour la réponse aux questions, Emmanuel. Super. Est-ce que Laura, il y a d'autres... Il y a une autre demande, mais qui est un peu spécifique. Donc, je ne sais pas si Caroline l'abordera. Sinon, on mettra un lien sur des outils qui... Alors, toujours dans l'idée de garder le lien, mais du coup, notamment dans l'organisation des AG et des outils qui nécessitent à la fois les échanges et les votes. Je sais, Caroline, que tu vas nous montrer des tutos sur la plateforme Solidarité-numérique. Donc, je ne sais pas si des outils comme celui-ci sont inclus. Si je peux me permettre, Laura, j'allais y répondre. Demain, à 14 heures, on anime un atelier à Helloasso sur la question légale, notamment sur les AG en ligne, et on montrera des outils libres pour pouvoir animer ces AG. Parfait, ben, je remets le lien dans le chat du coup. Génial. Voilà, super. Moi, je ne peux pas le faire vu que je suis en partage d'écran, mais c'est ouais, pas de souci. Trop bien. nickel. Si c'est bon là-dessus, est-ce que, Emmanuel, si tu as fini sur ta partie, qu'on n'a plus de réaction, on peut peut-être passer à la dernière partie de Caroline? Validation du chat. Alors, attends, du coup, j'étais repartie. Oui, les gens sont très contents. Bon, bah, c'est parfait. Caroline, est-ce que tu es OK pour reprendre la main? Oui, c'est bon. Allez, tu me dis quand tu veux que je passe tes slides. Eh bien, vas-y, tu peux. La deuxième, la présentation. Peut-être qu'on ne va pas forcément revenir sur le constat, parce qu'on en a un peu parlé, j'en ai un peu parlé au début, et puis les propos d'Emmanuel sont venus enrichir tout ça. D'ailleurs, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant tout ce que tu as dit, et ça met aussi beaucoup de hauteur. On en a aussi besoin en ces temps-là. Peut-être la deuxième slide, solution plutôt, solidarité numérique, solution. Tu peux la passer, Sarah? Ouais, normalement, elle va apparaître sur vos écrans. Voilà. On y est. Donc effectivement, comme je vous le disais un peu en intro, on a lancé Solidarité numérique. Donc c'est une initiative qui est vraiment collective et bénévole. Donc c'est un projet qui est porté par la MENNUM avec le soutien du secrétariat d'État au numérique, de l'Agence nationale de cohésion des territoires et puis des hubs tels que celui piloté par Emmanuel, le hub du Sud. On a plein d'autres acteurs qui sont rentrés dans la danse. Alors, tout à l'heure, on parlait effectivement des GAFA ou d'autres gros acteurs privés. Nous, on a la chance d'avoir l'aide de Aircall et de Salesforce qui nous ont vraiment aidés dans le montage opérationnel de notre plateforme téléphonique. Et c'est vrai qu'on a un peu privilégié toutes les bonnes volontés pour répondre à l'urgence. On avait quand même très peu de temps. C'est un outil qu'on a imaginé et lancé un peu le jour du confinement. Donc, il fallait aller vite. Et c'est pour ça qu'on a vraiment agrégé un grand nombre d'acteurs et des acteurs extrêmement différents qui avaient envie d'agir pour la cause de l'inclusion numérique. Donc, que je vous explique en 2 mots ce que fait Solidarité numérique. C'est à la fois donc, un centre d'appel. Donc, le numéro est affiché, le 01 70 772 372. Là, c'est des médiateurs qui sont bénévoles et qui ont répondu à notre appel, qui répondent au téléphone. Donc, on a eu plus de 2000 volontaires qui se sont inscrits et qui ont voulu participer à cet élan de solidarité. Et donc, vraiment, ce n'est pas des professionnels de l'accompagnement par téléphone. Donc, c'est un peu la touche humaine de ce qu'on a mis en place. C'est vraiment des gens qui ont certes l'habitude d'accompagner, mais plutôt en présentiel et qui réinventent un peu leur métier, trouvent aussi, s'adaptent à la situation. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et peut-être que certains sont arrivés, ont eu connaissance peut-être de solidarité numérique, peut-être via vos réseaux, parce que ça a été quand même diffusé très massivement. Donc, si c'est le cas, merci beaucoup, j'en profite. Et donc, il y a la deuxième partie qui est également un site internet pour ceux qui peuvent apprendre seuls.
Donc, en fait, sur ce site internet, il y a plein de tutos, de guides, de pas à pas qui vous permettent vraiment de trouver des ressources sur énormément de sujets, même si on a voulu privilégier les sujets un peu clés en période de confinement. Donc, typiquement, pouvoir faire ses courses en ligne, téléconsulter un médecin, faire ses démarches administratives un peu essentielles. Je pense à celle de Pôle emploi, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions en ce moment ou des renouvellements. Donc voilà, on a voulu se concentrer sur les services essentiels. La plateforme aura vocation à perdurer, évidemment. On est en train de réfléchir à Pardon, je voyais les conversations en même temps. Je vais les couper, sinon ça perturbe. Et résultat, j'ai perdu le fil. C'est pas très, très grave. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a comme slide juste après, Sarah. Regarde, je l'affiche, résultat à J+15. C'est les résultats. Donc, ça vous permet d'avoir un peu une vue d'ensemble de l'impact de la plateforme. Donc, en l'espace de 15 jours, donc maintenant, on est quand même à 3 semaines de lancement. Ça a été lancé le 30 mars. On a eu plus de 7000 appels reçus, plus de 200 000 visites sur le site. 2200 volontaires, comme je vous le disais. Donc, sur le site, on a 400 ressources qui ont été agrégées. Donc, des ressources qui viennent plus de partenaires extérieurs. On est en train de créer aussi nos propres contenus. Et là, ça fait référence aux 150 tutos créés par les médiateurs. Pour les médiateurs, dans un premier temps. Mais certains ont aussi une vocation à être diffusés au grand public. Donc, on va maintenant les basculer sur le site. Moi, je vous encourage à aller le voir. Alors là, je ne sais pas si on peut peut-être, Sarah, si tu veux peut-être te connecter au site, comme ça, comme tu es en train de partager ton écran. Ou si tu veux, je peux essayer. Tiens, allez. Peut-être pendant que je fais la manip, Laura, tu peux nous faire part de questionnements qu'aurait le chat. Je vois que ça clignote. Laura, tu nous entends? Oui, tout à fait. J'avais coupé mon micro, excusez-moi. C'est plus sur le webinaire des soucis de connexion et de demande d'avoir le site de solidarité numérique. Donc, je pense que c'est parfait, ça répond aux attentes. Donc, Bien, voilà. je suis dessus, Caroline. Merci beaucoup, Sarah. Donc, vous avez un aperçu du site. Donc, si tu descends un tout petit peu, on a un peu les 8 rubriques sur lesquelles, voilà, qui répondent à des services un peu essentiels. Donc, typiquement, celle travailler depuis chez moi. Si tu veux cliquer dessus, comme ça donne un petit aperçu. Et là, si tu descends, il y a plusieurs... Vas-y, je te laisse un peu scroller. Donc voilà comment s'initier à Internet, aux outils, utiliser un service de messagerie, communiquer évidemment par visioconférence. Donc là, comment communiquer via Zoom. Là, maintenant, vous êtes tous des pros, donc il n'y a plus besoin de vous apprendre. Et donc voilà, donc on référence énormément de contenu. Donc là-dessus, ça peut être quelque chose qui peut vous aider, ou si en tout cas vous avez des demandes, n'hésitez pas soit à rediriger vers le site ou vers le numéro de téléphone. Nous, on est vraiment là pour accompagner et faire en sorte que chacun acquiert davantage de compétences dans sa pratique du numérique. Très bien. Je peux cliquer peut-être sur une des ressources. Là, et ça renvoie vers des ressources de partenaires, c'est ça? Voilà, pour l'instant, c'est majoritairement ça. Donc, des ressources qu'on a vraiment modérées. On a fait tout un travail éditorial. Donc, typiquement en termes d'accessibilité, en termes de clarté, d'explication. Peut-être clique sur, je ne sais pas, télécharger une pièce jointe, sinon. Alors, il faut que je puisse, pardon, tac, hop, télécharger une pièce jointe. Et là, voilà, ça c'est des tutos. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte, on a eu énormément de volume de ressources à traiter, et on a essayé de mettre en avant celles qui étaient les plus accessibles pour tout type de profil.
Je te remercie. Je pense que je vais pouvoir envoyer ce tuto-là à ma mère. Oui. Et ben, en fait, on a aussi un professeur, voilà, pour l'anecdote, qui nous disait qu'effectivement, tous ces élèves savaient très bien manier Snapchat, Instagram, aucun problème. En revanche, envoyer un mail avec un objet et une pièce jointe, c'était autre chose. Voilà, donc comme quoi, c'est juste un exemple pour vous montrer que les usages sont extrêmement différents. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait forcément tout faire sur Internet aussi. Voilà. Et on peut avoir besoin d'accompagnement. Et peut-être si on revient sur la présentation, c'était juste pour passer en revue un peu Alors, tous les acteurs qui nous ont aidés, même si j'en ai évoqué quelques-uns. j'y reviens. Je la retrouve. Hop. Et c'est ça que tu voulais, les partenaires? Oui, tout à fait. Voilà, parfait. C'était pour voilà, faire un peu un panorama parce que c'est quand même important un peu de les citer. Donc là, au moins, vous les voyez. On travaille beaucoup avec la régie de quartier de Trélazé qui nous a aidés dans la création voilà, du centre d'appel. Et puis voilà, comme je vous le disais aussi, il y a la Caisse des dépôts qui nous a soutenus. On a vraiment vu qu'il y avait vraiment une convergence des acteurs et que ça répondait à un vrai besoin et à un besoin d'humaniser toute la dématérialisation. Et là, tout le besoin en médiation numérique prend son sens et on a essayé d'y répondre du mieux possible. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Laura, est-ce que tu as des questions, réactions du chat? Oui, alors déjà, la première réaction, c'est génial, bravo. Voilà. Ça fait quand même très plaisir. Donc, en effet, bravo pour la plateforme. Aurélie qui nous dit les jeunes n'ont pas le savoir-faire technique, mais usent et osent les outils numériques, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc, du coup, ça va être chouette. Elle disait également que c'est chouette de pouvoir avoir ce type de ressources à diffuser aux seniors. Très belle initiative. Et Christy qui demande si cette plateforme va bien rester après le confinement. Il me semble que oui. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une volonté commune et partagée qu'elle reste après. Et là, c'est mon travail au quotidien de faire en sorte de trouver le moyen pour que ça perdure. Voilà. Parce que, juste pour compléter, parce que pour l'instant, on est effectivement sur une dimension de bénévolat. Et voilà, c'est forcément quelque chose qui ne sera pas pérenne à l'avenir. Et à un moment, il faut valoriser tout le travail qui a été fait, et notamment le travail des médiateurs. Voilà, qui sont mobilisés tous les jours sur la plateforme à répondre aux demandes des citoyens. Donc, il va falloir qu'on trouve une manière de financer ce travail-là. Et c'est important. Je me permets une réflexion. Ça me refait un lien avec la réflexion d'Emmanuel sur les infrastructures publiques, privées. Et donc, la question de qui travaille au service des infrastructures publiques et privées du numérique qui nous permettront de fonctionner aujourd'hui et demain. Tout à fait. C'est passionnant ce qui se dessine. Laura, est-ce que tu as d'autres réactions? Tac, 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 je revérifie. Mais voilà, du coup, toujours des remarques sur le fait que c'est... alors, pour prendre un peu de recul, du coup, que jeunes et moins jeunes peuvent être très concernés par la plateforme. Et comme on le disait, je crois, un peu plus tôt, hein, c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on utilise les réseaux sociaux et qu'on sait vraiment bien utiliser des outils plus professionnels et qu'on comprend ce qu'il en est derrière. Et puis, sinon, c'est beaucoup de partage pair à pair là, sur le chat, sur des outils qu'ils utilisent. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Caroline, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, rien de plus. En tout cas, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Et puis vraiment, je suis à votre disposition s'il y a des besoins et n'hésitez pas. Voilà. Ce qui me permet de te remercier beaucoup d'avoir pu libérer du temps pour intervenir, ainsi qu'Emmanuel, si tu es encore avec nous. Oui, je suis là, vous inquiétez pas. J'ai coupé la caméra
plus de Est-ce que toi, tu souhaites réagir ou apporter un complément? Non, non, juste peut-être rebondir sur ta remarque là sur la question de l'outil et l'importance effectivement que Solidarité numérique soit portée par une coopérative nationale euh, constituée entre autres et avec l'État des acteurs de la médiation numérique et de l'inclusion numérique et le travail extrêmement déterminant que toute l'équipe la MENUM fait aujourd'hui, c'est que on a, et je le prends pour avoir participé à de ces logiques-là depuis longtemps, juste insister sur le fait qu'on a là un secteur professionnel qui s'organise de manière coopérative. Et ça, c'est un fait extrêmement déterminant pour nos mondes associatifs et le monde de la médiation numérique, c'est-à-dire qui assume le fait que il y a à la fois des acteurs publics, il y a à la fois des acteurs privés, il y a le monde associatif qui est extrêmement présent, celui des collectivités territoriales qui est aussi extrêmement présent. Et qu'aujourd'hui, la médiation numérique ne s'est pas organisée en tant que syndicat, avec des logiques de lobbying ou de représentativité, mais c'est organisé comme étant une coopérative, c'est-à-dire avec une logique de production de travail. Et on voit bien qu'on arrive dans une logique de confinement et qu'un des dispositifs nationaux qui émerge à ce moment-là, c'est solidarité-numérique.fr. Et ça devient extrêmement, je pense, c'est un élément symbolique, culturel, politique, méthodologique important, effectivement, de pouvoir petit à petit, quand on est sur ces logiques de garder le lien, de faire communauté, de pouvoir considérer effectivement qu'on a aussi d'autres structurations aujourd'hui possibles de ces liens-là. Et la coopérative de la MENUM, je trouve, est un très bel exemple et le boulot que fait cette équipe aujourd'hui est extrêmement fondateur, structurant de ces nouvelles manières de s'organiser et de travailler aujourd'hui ensemble à l'échelle nationale et infraterritoriale. Merci Emmanuel. Je rebondis sur ce que disait Caroline. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Merci d'avoir été présent. Laura, est-ce que tu as une réaction? Beaucoup de merci comment dire, de retour sur le fait que le contenu était très intéressant avec des intervenants au top. Donc vraiment, voilà, on est hyper content que ça vous ait plu et en effet un grand merci aux intervenants. Et juste une précision, évidemment, le PowerPoint vous sera envoyé en fin de journée. Voilà. Eh bien, très bien. Si c'est bon pour vous, je vous propose que nous puissions conclure tranquillement. Il est 12h20 pour pouvoir aller nous restaurer. Moi aussi, je remercie vraiment nos deux intervenants. Je pense que Laura, tu me rejoindras. On s'est nous-mêmes régalés à vous écouter et moi, en tout cas, ça m'a ouvert plein de nouvelles portes de réflexion. Donc, merci beaucoup. Bien sûr que nous vous envoyons le PowerPoint et nous allons réfléchir à la mise en ligne de la vidéo. Avec nos intervenants, bien sûr, de ce webinaire. Et peut-être qu'on peut prendre juste 2 microsecondes pour annoncer le prochain rendez-vous. Et là, Laura, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Alors, prochain rendez-vous, donc demain, vous avez un webinaire, donc Hello Asso cette fois-ci, et qui est donc sur les aspects légaux et où on parlera notamment de la question des assemblées générales, qui est un vrai sujet là en ce moment. On vous remettra le lien dans le mail de ce soir pour que vous ayez bien toutes les informations. Pour les personnes qui sont dans le cadre du programme PANA, rendez-vous vendredi pour un webinaire sur la protection des données avec encore une fois des intervenants au top, notamment du milieu libriste, mais aussi Nothing to Hide, la coop des communs, enfin voilà, encore un panel d'intervenants génial. Et puis, ce sera ensuite rendez-vous la semaine prochaine pour 2 autres webinaires également. Voilà, et vendredi 11h. Et du coup, pour vous inscrire, pour ceux qui ne se seraient pas inscrits, je vous remets le lien juste dans le chat et puis vous le recevrez ce soir également. Voilà. Laura, je me permets, quitte à noyer un peu nos participants parce qu'on fait beaucoup de choses et qu'un des enjeux, c'est d'être lisible. Mais cet après-midi, on organise aussi des choses. Alors, les billetteries sont clôturées, mais peut-être qu'on pourrait envoyer les liens si vous nous faites un mail. Oui, complètement par mail. Alors, je vous mets juste... Pour les webinaires de cet après-midi, je mets le lien atelier, @eloasso.org. Et du coup, les webinaires de cet après-midi avec Laura, on a décidé d'avoir une journée occupée du mercredi. On vous donne un premier rendez-vous à 14h pour parler du passage à la comptabilité en ligne.
et un second rendez-vous à 16h30 pour faire un zoom sur les associations culturelles et comment faire face à la crise en ne restant pas seul. Pour le coup, on va encore reparler de communauté et là d'accompagnement. Et vous aurez à chaque fois le plaisir, j'espère pour vous, de retrouver le trinôme Laura, Sarah et Harmonie. Et du coup, pour toutes vos questions sur le programme PANA, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail à coordination@eloasso.org. Très bien. Eh bien, écoutez, à moins que Caroline, tu veuilles et Emmanuel, vous voulez laisser un petit mot de la fin pour conclure. Ma phrase n'était pas française, je m'en rends compte. Petit mot de la fin pour se dire au revoir, même si on ne pourra pas tous se dire au revoir à 100, mais peut-être Laura, Emmanuel et Caroline. Merci encore une fois à tous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question et à nous solliciter pour qu'on puisse vous aider d'une façon ou d'une autre dans les usages numériques. Je le dis souvent quand on parle des démarches de production de contenu qu'on mène autour d'Internet, nous sommes les médias, nous sommes les écosystèmes. Restons connectés et ne laissons pas seuls les outils nous connecter. Nous avons à utiliser les outils pour nous connecter, mais c'est vraiment à nous, les unes et les autres, à rester connectés entre nous et solidaires. Merci beaucoup pour votre invitation et votre écoute. À très bientôt. Merci beaucoup. Laura, petit mot de la fin? Juste bon appétit à tous et à toutes. Mangeons bien ce midi pour reprendre des forces. Et puis, merci surtout pour ce webinaire. Voilà, je suis contente que ça vous ait plu et j'ai hâte de vous retrouver déjà tous sur le prochain. Très bien. Et on va remercier aussi 2 personnes qu'on a peu citées, mais Harmonie qui a fait la hotline, que vous n'avez pas vue, mais que vous avez peut-être eu au téléphone, et Alexis qui vous a envoyé les mails pour que vous puissiez nous retrouver. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.